Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité absolue des membres composant l'Assemblée, 289, pour l'adoption, 271. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Bonjour YouTube et bienvenue dans cette revue d'actualité politique, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui nous allons revenir sur ce qui s'est passé ce matin même au moment où nous faisons ce live, c'est-à-dire la non-censure de Sébastien Lecornu qui a échappé à 18 voix à la censure de son gouvernement. Un gouvernement que toutes et tous, au début de semaine, moi le premier d'ailleurs, pensaient qu'il n'allait pas finir la semaine et qui finalement a déjoué toutes les prédictions. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette revue d'actu politique où on va comme d'habitude faire un petit historique sur ce qui s'est passé pour en comprendre les raisons. Si ce format te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner, j'en serai extrêmement heureux. Donc, je vous ai diffusé les images qui datent de ce matin aux alentours de 11h, où Yael Braun-Pivet nous a annoncé que Sébastien Lecornu, Premier ministre de la France, n'avait pas la censure de l'Assemblée nationale et donc va donc continuer à mettre en œuvre notamment son projet de budget, mais aussi sa politique générale qu'on a pu suivre sur la chaîne. Comment en est-on arrivé là ? Concrètement, c'est globalement la question, c'est surtout pourquoi et comment en est-on arrivé là. On va tenter de voir ça ensemble. Pour cela, j'ai réservé quelques petites infos là-dessus pour comprendre ça. Les LR sont à 26% d'approbation sur la suspension de la réforme des retraites. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 ouais, ça sent quand même un peu la fin des haricots pour Sébastien Lecornu, même s'il a échappé à deux premières censures. On va d'abord revenir un petit peu sur un élément marquant de la composition du gouvernement Lecornu, quelque chose qu'on n'avait pas entendu parler depuis longtemps, c'était que Sébastien Lecornu avait annoncé pour son deuxième gouvernement, puisque le premier a explosé en plein vol façon scier la branche sur laquelle on est nous-mêmes assis. Sébastien Lecornu avait annoncé pour son nouveau gouvernement vouloir faire un gouvernement uniquement composé de gens qui n'avaient aucune ambition carriériste. Et il avait notamment dans le viseur la présidentielle de 2027. Il a donc fait appel à de nouvelles énergies, si je puis dire, hein, voilà, les éléments de langage macronistes qu'on a l'habitude de retrouver, pour former son nouveau gouvernement qui a donc donné les nouveaux ministres qu'on a maintenant depuis même pas une semaine finalement. Hein, ça fait toujours pas une semaine qu'ils sont en poste. Combien de temps resteront-ils ? King Loris nous dit que dans 2 semaines, de nouveau face à une motion. Vous voyez que le climat est plus que jamais incertain. Et notamment, il y a une nomination qui a fait lever quelques sourcils, notamment vis-à-vis de quelques ambitions. Nous avons appris que Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice, avait été reconduit au gouvernement. Or, ce dernier n'a pas caché sa volonté d'être candidat à la présidentielle de 2027. Donc il y a un petit peu une incohérence là-dessus. Nous avons donc appris dans la foulée, 14 octobre, c'était il y a 2 jours pour nous, que Gérald Darmanin va quitter d'une part, d'ailleurs a quitté le parti Renaissance au moment où on parle, le parti macroniste, dirigé par Gabriel Attal et vice-dirigé par Elisabeth Borne, a.k.a. Mamie Vapote. Et on apprend aussi dans la foulée qu'il ne sera pas candidat à Tourcoing. Et là, c'est quelque chose de curieux, puisque Gérald Darmanin était fier de parader sur tous les plateaux télé pour dire qu'il avait arraché la ville à la gauche en 2014. Et bien là, il nous annonce qu'il ne sera pas candidat au municipal de 2026 et qu'il quitte Renaissance pour renouer avec son micro-parti populaire avec un S. L'article 47, c'est pour les 2 PLF. Bonne question. On ira vérifier plus tard parce que oui, j'ai un doute sur la question. Le ministre de la Justice soutiendra l'actuel maire de Tourcoing, Dorian Bécu, lors des prochaines municipales. Il annonce dans le même temps se mettre en retrait du parti présidentiel Renaissance. Et ça, c'est très intéressant. Officiellement, il souhaite se concentrer sur les affaires de l'État. En fait, c'est surtout parce que s'il voulait rester au gouvernement, il fallait qu'il arrête
ses présomptions à se présenter à de prochaines élections. On n'a pas besoin de... Ok, je ne peux pas l'enlever, tant pis. Selon les propos rapportés ce mardi matin par La Voix du Nord et confirmés par son entourage parisien, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, ne sera pas candidat à la mairie de Tourcoing lors des prochaines élections municipales de 2026. Blablabla. Dans le même temps, Gérald Darmanin annonce à La Voix du Nord son intention de quitter le parti présidentiel Renaissance. J'écris aujourd'hui à Renaissance pour dire que je ne souhaite plus faire partie du parti ou de ses instances. Je suis désormais un homme libre. Sortez les éléments de langage. Ça va me faire bizarre car cela fait 25 ans que j'appartiens à un parti, affirme le garde des Sceaux à nos confrères. Et ça, c'est autant le fait qu'il ne se représente pas au municipal de Tourcoing est étonnant, autant le fait qu'il quitte le parti Renaissance est un peu moins étonnant puisque en ce moment tout le monde est en train de se positionner en rupture d'Emmanuel Macron et donc du macronisme pour tenter de se dégager un sillon pour les présidentielles de 2027. Donc vous voyez que Gérald Darmanin il joue un petit peu sur tous les tableaux pour se maintenir candidat et en même temps de se maintenir candidat putatif, on pourrait dire, c'est-à-dire pas encore déclaré, mais qui se place quand même dans les starting blocks, et en même temps, continuer à être au gouvernement malgré le fait que Sébastien Lecornu ait demandé à ce que toutes les ambitions soient cessées. Donc ça, c'est pour le premier sourcil haussé vis-à-vis du gouvernement Lecornu. On va en arriver un petit peu à l'élément déclencheur qui a amené au fait que le gouvernement de Sébastien Lecornu ne soit pas censuré. Je vais vous remettre un extrait du discours de politique générale qu'on a pu suivre à l'Assemblée nationale mardi après-midi, qui est lui aussi disponible sur la chaîne, avec l'annonce fracassante de Sébastien Lecornu, vous savez sans doute de laquelle je veux parler, qui est un véritable tremblement de terre et qui, moi, m'a fait décrocher la mâchoire pendant qu'on suivait le discours de politique générale. C'est pas moi qui vais le dire, c'est tout simplement Sébastien Lecornu. La plus grande richesse du pays, c'est sa capacité collective à aller de l'avant. C'est pourquoi je proposerai au Parlement, dès cet automne, que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'à janvier 2028, comme l'avait précisément demandé la CFDT. En complément, la durée d'assurance sera elle aussi suspendue et restera à 170 trimestres jusqu'à janvier 2028. Et là, si vous n'avez pas suivi toute l'histoire, vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qui vient de se passer ? Concrètement, personne ne l'attendait. Moi-même aussi, je me disais que Sébastien Lecornu n'allait certainement pas annoncer la suspension de la réforme des retraites pour sauver sa peau. Et vous voyez donc, sur les bancs des socialistes, puisque vous en reconnaissez quelques-uns, il y a ici Olivier Faure, le premier secrétaire du parti, Jérôme Guedj, Philippe Lebrun, François Hollande, l'éléphant dans la pièce, l'ancien président de la République, qui applaudissent la décision de Sébastien Lecornu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, tout simplement, ça faisait partie de ce qu'on appelle des lignes rouges qu'avait posées le Parti socialiste pour ne pas censurer le gouvernement Lecornu. Personne ne s'y attendait. On avait tous retenu nos respirations à ce moment-là, lorsqu'enfin, au bout d'un quart d'heure de discours de politique générale, il laisse ça tomber comme un cheveu sur la soupe, après avoir teasé un petit peu le sujet des retraites quelques minutes avant. Il nous a lâché que du coup, la réforme serait suspendue dans son application pour 1 an et demi. Le PS s'est donc mis à applaudir et dans la foulée a annoncé ne pas censurer le gouvernement. Et voilà donc ce qui a fait retourner un petit peu la situation du gouvernement Lecornu, bien que tout n'était pas joué pour autant, puisqu'à partir de là, il y a eu un véritable éclatement des partis en soutien du Premier ministre, à savoir notamment le parti Horizon, dont les députés d'Édouard Philippe, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, qui était partisan d'une première réforme des retraites, qui a été abandonnée à cause de la crise du Covid-19. Donc, les députés du propre camp d'Emmanuel Macron se sont mis à le lâcher, en tout cas à menacer de censure, y compris
pareil, encore plus à droite de l'échiquier, du côté des Républicains, où là, clairement, ils avaient déjà prévenu en amont du discours de politique générale de dire « Attention, si vous mettez le sujet de la retraite sur la table, nous, on vous censure, hein, on n'ira pas chercher plus loin. » Et justement, parlons de ça. Chez LR, 2 salles, 2 ambiances après le discours de Sébastien Lecornu. Si le groupe de députés soumis au risque d'une dissolution se veut conciliant, le parti fustige un positionnement de gauche, notamment en raison de la suspension de la réforme des retraites. Bah voilà, tu voulais la tronche de Laurent Wauquiez, la voilà. Il n'y a que moi qui sens l'entourloupe, c'est un peu trop simple, ils sont en train de mourir, et ils vont s'en sortir comme ça, t'inquiète, t'inquiète. C'est que le début de la revue d'actu politique. Et là, ça devient intéressant. Le 8 septembre, quand François Bayrou avait sollicité la confiance des députés, Laurent Wauquiez, qui l'avait voté, avait livré un discours offensif, évoquant le sentiment de gâchis provoqué par un Premier ministre qui envisageait certes des économies, mais aussi des hausses d'impôts déguisées. On ne peut se contenter de désigner une personnalité quelle qu'elle soit, à qui l'on signe un chèque en blanc sans définir de programme de travail, regrettait encore le patron du groupe droite républicaine, les Républicains à l'Assemblée nationale. Mais ce mardi 14 octobre, le MEM s'est montré plus clément à l'endroit de Sébastien Lecornu, bien que le Premier ministre assume dans un contexte politique inédit de ne pas présenter de programme à long terme et d'envisager des hausses d'impôts ciblées. Tant pis si celui-ci accepte désormais de suspendre la réforme des retraites, tant défendue en 2023 par l'état-major LR, ou s'il n'évoque absolument pas les questions de sécurité et d'immigration habituellement exigées par la droite. L'heure est au besoin d'un, et on ne saura pas la suite, mais voilà, tout ça pour vous expliquer que le groupe LR a explosé, s'est réuni avant de décider que finalement, ils pouvaient bien troquer leurs convictions sur le fait de ne pas en arriver à une dissolution de l'Assemblée nationale. Ils ont mis d'un côté la réforme des retraites dans la balance, qui a quand même pesé lourd, mais de l'autre côté, on a mis la dissolution, qui pesait plus lourd que la réforme des retraites. Donc, les Républicains ont décidé de ne pas censurer le Premier ministre. De l'autre côté, à gauche, la même chose. Les socialistes n'ont pas vocation à devenir la béquille d'un macronisme finissant, quand les députés PS se déchirent sur la censure du gouvernement de Sébastien Lecornu. Et donc, c'est exactement la même question qui a agité les socialistes, qui, eux, s'étaient divisés en 3 groupes, à peu près à parts égales, à peu près 23 députés par sous-groupe, avec les députés qui étaient pour la censure, rien que la censure, et immédiate, sans même avoir l'occasion de discuter. Un autre tiers du groupe socialiste qui était, lui, plus favorable à des discussions d'abord, mais que si jamais ça n'arrive pas, eh bien ce sera le bouton de la censure. Et puis un dernier tiers, coucou gouvernateur, bienvenue à toi sur cette revue d'actu politique, un dernier tiers qui lui était favorable à absolument pas de censure, à l'idée de s'allier au parti au pluriel présidentiel et donc à rejoindre le socle commun pour pouvoir imposer de nouvelles lignes rouges. Les socialistes se sont déchirés sur le sujet. Il y a eu une réunion de groupe et Boris Vallaud a annoncé pendant le discours de politique générale la nouvelle ligne du Parti socialiste. Le Parti socialiste a choisi la voie du milieu au niveau des 3 lignes que je viens de vous citer, c'est-à-dire de ne pas censurer a priori tant que les lignes rouges du Parti socialiste restent non franchies. À partir du moment où le gouvernement aura franchi les lignes rouges, à savoir entre autres pour l'heure actuelle, parce que ça se rajoute de jour en jour, pas d'utilisation du 49.3 et une suspension de la réforme des retraites. Alors il y en avait une 3e, mais j'ai oublié. Eh bien, nous ne censurons pas. À partir du moment où ce sera dépassé, boum, bouton de la censure, et à partir de là, Sébastien Lecornu pourra compter ses abattis, comme on dit. Voilà. Donc, c'est un petit peu l'ambiance qui s'est créée avec le groupe du Parti socialiste, qui est donc arrivé complètement à rebours des 3 autres groupes de gauche, que sont la France Insoumise, le groupe démocrate, de la gauche démocrate et républicaine, donc le Parti communiste, et le groupe des écologistes, qui eux étaient favorables à une censure immédiate, sans même avoir l'occasion de mettre en œuvre un programme politique, et c'est notamment cette motion de censure que je vous ai montrée
à l'instant au début de la VOD. Et donc, le Parti socialiste, quand bien même ils ont fait campagne en commun sous l'étiquette du Nouveau Front populaire, s'est inscrit à rebours des convictions des autres partis de gauche. Et forcément, quand on poignarde les copains dans le dos, on pourrait dire, ça finit par faire monter la sauce, hein, si je puis dire, voilà, à agiter quelque esprit au demeurant pas en paix, et justement à faire grimper les hostilités. Et là, j'ai un petit extrait qui, vous me direz ce que vous en pensez, de BFM TV. Manon Aubry, Patrick Caner sur BFM TV, juste après le discours de politique générale. Que peut-il mal se passer? Je vous mets quelques secondes, histoire de ne pas me faire strike, mais vous allez voir, ça résume finalement tout ce qui se passe entre les Insoumis et le Parti socialiste. Nous avons obtenu, Madame Aubry, une victoire pour les Français. Vous n'y avez contribué en rien. Monsieur Caner, moi, vous savez, je me bats pour des convictions politiques. Je vais faire de la politique. Vous vous battez pour Monsieur Mélenchon. Non, je veux pas être la bouée de secours du macronisme, Monsieur Caner. Eh bien, nous non plus, nous sommes dans l'opposition. Voilà un petit peu ce qui s'est passé. J'en mets pas plus pour éviter tout problème au moment de l'upload. Mais concrètement, la situation est que les uns et les autres s'accusent d'être la bouée de secours, de sauvetage du macronisme, de ne plus être dans l'opposition. Bref, ça s'envoie des balles perdues à tout va. Ça continue d'ailleurs au moment où je vous parle, hein, puisque les réactions, notamment suite à la non-censure de Sébastien Lecornu, explosent dans la presse. Et donc, on va peut-être bientôt en venir aux mains. Alors, c'est quoi le lien que tu nous partages, gouvernateur? Parce que là, comme je diffuse des choses, je peux difficilement cliquer, juste pour nous dire un petit peu, juste pour nous teaser, quoi, qu'on regarde ça après. Voilà un petit peu la situation des partis de gauche, le parti des Républicains qui a explosé. Une vidéo mémoriale de Julien Pagnac. D'accord, ok, bah je ne sais pas qui c'est. Voilà, et ben on ira voir après la revue d'actu pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème au moment de l'envoi de la VOD sur YouTube. Maintenant que tout ça est dit, on en arrive donc à la situation où on va voir plus en détail ce qui se passe avec cette fameuse suspension de la réforme des retraites, cette carotte qu'a tendu Olivier Faure au Parti socialiste pour ne pas obtenir la censure, carotte qui a fonctionné puisque Sébastien Lecornu est toujours Premier ministre, mais on va voir si la suspension de la réforme des retraites a vraiment des chances d'arriver. Avec un article du HuffPost qui, ma foi, résume très bien les choses. La suspension de la réforme des retraites ressemble à un cadeau empoisonné pour le Parti socialiste. Et vous allez voir à quel point, et c'est ce que j'expliquais hier ou avant-hier, non je crois que c'était hier, que là où le PS jubilait à l'idée de savoir le gouvernement dans le creux de sa main au moment où Sébastien Lecornu annonçait la suspension de la réforme des retraites, eh bien en fait, on se rend compte, quand on y réfléchit un tout petit peu plus loin que simplement le discours de politique générale, on se rend compte que c'est l'inverse. Que Sébastien Lecornu a tendu un piège au Parti socialiste et qu'il est tombé, mais alors en plein dedans. Et c'est ce qu'on va voir dès à présent sur ce cadeau empoisonné. La victoire symbolique dont se prévalent les socialistes est en réalité loin d'être acquise, tant le chemin pour son adoption au Parlement semble sinueux. Et vous allez voir que le diable est dans les détails. Le diable est toujours dans les détails. Les socialistes exultent. Enfin, une victoire. C'est vrai que niveau victoire, hein, le Parti socialiste, moi, ça me renvoie plus aux victoires du Front populaire il y a bientôt 100 ans. Voilà, hein. Depuis, on a tendance à aller chercher les victoires du PS. Ils en ont engrangé si peu ces derniers temps. C'est ce que je disais, quoi. Lorsque le Premier ministre a annoncé à la tribune de l'Assemblée nationale suspendre la réforme des retraites jusqu'à l'élection présidentielle, bon nombre d'entre eux ont d'ailleurs applaudi. Ah bah ça, je vous ai montré les images, c'est... Voilà. Un socialiste vous dirait non, on n'a pas applaudi Sébastien Lecornu. On a les images. Et d'ailleurs, s'il y en a un qui dit ça, on peut peut-être même lui dire on te voit sur les images. Attention.
apparemment, l'examen du budget va commencer le 24 octobre. Alors, ça commence dès la semaine prochaine, mais en commission. La séance publique, ce sera effectivement à partir du 24 octobre. C'est une immense victoire pour le mouvement social, la plus grande depuis le retrait du CPE en 2006. C'est enthousiasmé le député PS Philippe Brun quelques heures plus tard. Bon, on l'a vu sur les images, voilà, donc il ne peut pas se targuer de ne pas avoir applaudi Sébastien Lecornu. Hein, on l'a vu sur les images. Conscient qu'il s'agissait de la seule manière d'éviter la censure, Sébastien Lecornu a abattu cette carte redoutable et à double tranchant lors de sa déclaration de politique générale. Je ressens, vous l'avez entendu, des tensions, des inquiétudes, a-t-il justifié alors que le texte repoussant l'âge de départ à 64 ans avait été adopté au forceps en 2023. Oui, adopté, passé en force, aurait été plus approprié. Véritable traumatisme pour le peuple de gauche, pour les syndicats et pour une part importante des travailleurs, qui avaient le sentiment, malgré les manifestations et les grèves, de n'avoir pas su se faire entendre, cette réforme n'a jamais quitté le débat public. Elle a irrigué le programme du nouveau Front populaire, qui proposait son abrogation immédiate et a même été au cœur d'un serment solennel noué en juin 2023 par l'ensemble des forces de gauche, du Parti socialiste à la France insoumise. Emmanuel Macron en a tellement fait un totem et un marqueur de son ADN de réformateur que ce recul est notable. C'est une grande victoire. Bravo aux travailleurs qui se sont battus avec beaucoup de dignité en 2023. Il y avait besoin de réparer la blessure démocratique de l'adoption de cette réforme, a applaudi la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon, ce 15 octobre sur France Inter, pointant la bonne articulation entre le combat syndical et politique. Donc ça, c'est sur le papier. Sur le papier, ça vous semble génial de dire fantastique. La réforme est suspendue. C'est fini. On n'en parle plus. C'est plus compliqué que ça. Cette apparente victoire, censée justifier à elle seule la non-censure des socialistes, se révèle beaucoup plus pernicieuse. À tel point que beaucoup se demandent aujourd'hui si Sébastien Lecornu ne les a pas entourloupés. Nous, on a eu des mots un petit peu plus familiers, mais c'est parce qu'on est entre nous, voilà. J'ai pas encore l'occasion de parler dans les médias, donc je peux encore utiliser le langage familier si ça me plaît. D'abord, parce qu'il n'a révélé que très tardivement la façon dont il comptait suspendre cette réforme, donnant une impression d'amateurisme au sein du PS. Ainsi, Olivier Faure a-t-il assumé sur BFM TV le 15 octobre au matin que la suspension passerait par l'adoption d'une loi spécifique au Parlement, avant d'être fermement contredit par le Premier ministre l'après-midi lors des questions au gouvernement. N'hésitez pas à aller la voir, c'est effectivement là qu'on a appris que ce ne serait pas par l'objet d'un projet de loi que la réforme serait suspendue, et qui a révélé que cela prendrait plutôt la forme d'un amendement intégré au budget de la sécurité sociale. Une façon habile de coincer le PS, contraint de voter le budget de la sécurité sociale dans son entièreté s'il veut faire passer la suspension de la réforme des retraites. Et là, je vais avoir l'occasion de faire un petit peu de pédagogie pour celles et ceux qui se disent pourquoi ils seraient obligés de voter l'entièreté du budget de la sécurité sociale. Pour cela, il faut que je prenne un petit peu de temps pour vous expliquer un petit peu ce qu'on appelle le cheminement législatif des lois, comment est-ce qu'elles sont étudiées, comment est-ce qu'elles sont votées et donc comment est-ce qu'elles sont appliquées. On va prendre par exemple le cas justement du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 qui fera l'objet donc de cet amendement pour pouvoir suspendre la réforme des retraites. Un projet de loi, il est déposé par le gouvernement, soit sur le bureau du Sénat, soit sur le bureau de l'Assemblée, qui va le mettre à l'examen, qui va réserver des jours dans l'agenda pour pouvoir l'étudier. Il va être envoyé en commission, les commissions permanentes de l'Assemblée nationale, donc qui regroupent des députés ou des sénateurs quand c'est au Sénat, qui sont plus à la pointe du sujet, normalement, pour pouvoir justement commencer à débroussailler le travail, à voter les articles, à faire passer une première série d'amendements, etc. Une loi, elle est votée article par article. Un article, c'est une formulation d'un texte. Pour le financement de la sécurité sociale, on pourrait dire par exemple, article 1er, on prévoit dans la branche des retraites, c'est un chiffre totalement farfelu, mais pour vous faire comprendre ça, article 1,
on prévoit 10 milliards pour les retraites. Ça, c'est un article. Ça veut dire qu'en commission, comme en séance publique après, les députés vont se prononcer. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient et qui n'est pas là et ne prend pas part au vote. Après, ça, c'est la formulation telle qu'écrite par le gouvernement au moment où il dépose son projet de loi. Les députés, eux, ils ont l'occasion de changer la loi. Ils votent la loi, mais ils peuvent aussi la changer par le biais donc des amendements, c'est-à-dire des députés qui vont écrire un texte pour dire « bah non, je ne suis pas d'accord avec la formulation de tel article et donc je souhaite le réécrire pour avoir tel effet ». Un amendement, ça permet soit d'ajouter des articles, de dire « on considère que la loi est incomplète, je rajoute un article qui prévoit telle modalité », au contraire de supprimer un article, de dire « nous on ne veut pas de cet article-là dans la loi, on veut le supprimer », ou bien au contraire de transformer un article, par exemple là avec l'amendement de suspension des retraites. Donc là, si on prend, dans un cas vraiment très résumé, pour bien vous expliquer le fonctionnement des lois. Article 1 du projet de financement de la sécurité sociale, on prévoit des retraites de 10 milliards. Eh bien, comme il faut suspendre la réforme des retraites, il faut prévoir du financement supplémentaire, parce que tout ça va avoir un coût pour le projet de loi de financement. Eh bien, le gouvernement, il avait écrit 10 milliards, il ne peut plus revenir là-dessus. Par contre, il peut rajouter un amendement qui dit, bon, alors on avait prévu 10 milliards, mais en fait, il nous faudra 10 milliards 400 millions pour l'année prochaine pour suspendre effectivement, dans les faits, la réforme des retraites. Cet amendement, avant le vote de l'article, il va être voté, lui aussi, par les députés qui vont dire s'ils sont pour, s'ils sont contre, s'ils s'abstiennent, etc. S'ils sont pour, l'amendement est accepté et donc il va modifier le texte à l'origine. Donc c'est-à-dire que le texte va être petit à petit modifié. S'il est refusé, on garde la formulation initiale du texte et on passe à la suite. Voilà un petit peu pour le fonctionnement des amendements. Donc si le gouvernement veut faire suspendre la réforme des retraites, il va glisser un amendement. C'est les députés qui vont dire on est pour ou on est contre. Donc s'ils sont pour, ça va modifier la ligne pour dire il nous faudra du budget supplémentaire, la période d'affiliation est transformée, etc. Et donc ce sera dans le vote final de l'article de dire est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre. Ça, c'est le travail en commission. Bis repetita en séance publique, où là, cette fois, ce sont les 577 députés qui vont faire la même chose, c'est-à-dire remodifier le texte, le discuter article par article, et enfin, le voter. Si l'amendement est accepté, il faut encore voter l'article, parce que vous pouvez voter un amendement, mais refuser de voter l'article, auquel cas, il disparaît. Il n'est plus dans le texte définitif. Donc en fait, votre amendement, il est voté, mais du coup, l'article, il est supprimé du projet de loi final. Donc en fait, il faut que l'amendement passe, il faut que l'article passe, et effet de boîtes imbriquées les unes dans les autres, il faut que le texte entier passe. Parce que si jamais, au bout du compte, l'Assemblée nationale vote contre le texte au global, après avoir voté chaque amendement, après avoir voté chaque article, eh bien l'Assemblée dit non, on n'en veut pas. Eh bien c'est fini, tout ça, on n'en parle plus. Les débats n'ont jamais existé et le texte repart en version initiale au Sénat. Et c'est là le piège qu'a tendu le gouvernement en introduisant la suspension de la réforme des retraites par voie d'amendement. Parce que pour que la réforme soit effectivement suspendue, il va falloir voter l'amendement, il va falloir voter l'article, il va falloir voter l'entièreté du texte et pas simplement une partie, puisque sinon la suspension n'aura pas lieu. Il va falloir le faire à l'Assemblée nationale, il va falloir le faire au Sénat par le biais de la navette parlementaire et ensuite, après plusieurs allers-retours, ou bien avec la convention, la commission mixte paritaire, l'adopter en lecture définitive, c'est-à-dire sans aucune possibilité de le modifier par derrière. Et c'est ça qui est très intéressant, puisque du coup, ça va obliger les socialistes à voter l'intégralité du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui prévoit notamment, et on le sait déjà dans la copie initiale, de nombreuses coupes budgétaires, une année blanche pour toutes les prestations fiscales, pour toutes les prestations sociales, mais aussi donc pour les retraites, et donc ça veut dire que le Parti socialiste, s'il veut la suspension de la réforme des retraites, il va falloir qu'il vote l'année blanche pour les prestations sociales, etc. Un financement au rabais pour les hôpitaux, etc., etc., etc. Voilà le piège. Il y avait deux façons de le faire. Un amendement dans le PLFSS, la voie qu'a choisie
le gouvernement, ou bien ils auraient pu déposer un projet de loi spécifique pour juste dire on décale l'application de la réforme des retraites. Là, c'était concrètement la voie royale pour le PS d'avoir le projet de loi séparé, puisque comme ça, ils n'auraient pas eu à voter le PLFSS, y compris ces perspectives de casse sociale promises par Sébastien Lecornu sur la copie initiale, qui sera donc amendée, bien sûr. Mais le gouvernement voulant bien entuber les socialistes jusqu'au bout, voilà, nous on n'a pas dit, c'était quoi le terme, entourloupé, nous on a dit entuber, eh bien, a choisi la voie de l'amendement pour rouler dans la farine le Parti socialiste. Eh bien, moi, mon avis, je n'ai pas encore d'avis sur est-ce que le PS va laisser passer ça ou pas. On verra bien un petit peu à quel point le PLFSS est torturé au fur et à mesure de l'examen et donc au nombre d'amendements qui vont être passés par chacun des groupes politiques. J'ai envie de dire, connaissant le Parti socialiste, s'il y a suffisamment d'amendements de gauche suffisamment d'amendements de gauche qui sont votés pour faire basculer le texte plus dans un giron de gauche, il y a moyen qu'ils le votent. Au contraire, s'il y a plus d'amendements de la droite qui sont votés, ils vont plutôt avoir tendance à le refuser. Il y a une autre facette à l'entubage, je te le dis à la fin de ma game. Ah! Parce que pour l'instant, moi j'ai cet aspect-là, il y a peut-être un truc auquel je pense pas, mais qui est trop flagrant et que je vois pas encore. La copie présentée par le gouvernement contient des mesures qui, pour l'essentiel, feraient fuir n'importe quel électeur socialiste, à commencer par le gel des pensions de retraite et des allocations sociales, ou encore la baisse du remboursement de certains soins, notamment pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Comment peut-on se faire rouler dans la farine comme cela ? Interroge le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard. Député socialiste, il est encore temps de vous ressaisir et de censurer. Ah, les ordonnances, ok. Ah oui, il y a toujours cette idée-là en plus des ordonnances, effectivement. Ouais. J'y étais pas encore aux ordonnances parce que là, j'étais vraiment sur la navette parlementaire, disons, un débat qui se passerait bien et dans lequel il y aurait ni 49.3, ni expiration du délai d'application du budget. Mais là, j'allais vraiment à l'essentiel parce que je voulais vraiment expliquer à toutes celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de voir les discussions parlementaires sur les projets de loi, comprendre un petit peu tout ce qu'implique le fait de passer par voie d'amendement. Donc ça, c'était la citation de Paul Vannier. Au RN non plus, on n'y croit pas. Je mets au défi les députés socialistes d'apporter aujourd'hui la preuve concrète qu'ils ont les moyens d'obtenir la suspension de la réforme des retraites, au-delà que dans un slogan, leur a lancé le député Jean-Philippe Tanguy. Avant que la suspension de la réforme des retraites ne devienne réalité, il faudra, en tout état de cause, en passer par un chemin plus sinueux. Dans l'hémicycle, l'amendement ne devra souffrir d'aucune obstruction parlementaire pour avoir le temps d'être examiné, puis d'être voté. Il ne devra pas être retiré en commission mixte paritaire à majorité de droite. Et enfin, il devra s'inscrire dans un budget lui-même voté. Bon bah voilà, ça résume pas mal de choses. Donc reprenons un petit peu la navette parlementaire que je vous disais. Donc pour que la suspension de la réforme des retraites soit effective, il faut que l'amendement soit voté en commission, que l'article soit voté en commission. Quoique ça, c'est pas obligatoire, puisqu'après on repart en séance publique. Mais en tout cas, à l'Assemblée nationale, il va falloir que l'amendement soit voté, que l'article en question soit voté, et donc que le texte en entier soit voté. Ensuite, il part au Sénat. Si jamais c'est voté, le Sénat devra conserver en l'état et ne pas refaire voter d'amendements pour supprimer ça. Je vous rappelle que les amendements peuvent supprimer des articles ou des lignes ou des morceaux d'articles ou quoi que ce soit. Le Sénat peut tout à fait écrire un amendement. Un sénateur peut très bien dire « Non mais en fait j'aimais bien la version initiale du texte, donc l'autre amendement, je fais un amendement pour retirer l'amendement précédent. » Et il peut être voté. Et dans ce cas-là, on repartirait avec la version initiale. Voilà, donc c'est le jeu parlementaire, des équilibres de pouvoir entre l'Assemblée nationale et le Sénat, pour que ce soit mis en place. Mais mettons que ce soit préservé. Il faut donc que ça reste dans l'article en question, et donc, encore une fois, que le texte soit voté en intégralité au Sénat. Ensuite, parce que tant que le texte n'est pas adopté dans la même
écriture à l'Assemblée nationale comme au Sénat, eh bien, en fait, le texte n'arrêtera pas de faire le yo-yo. Il faut que le texte soit adopté. Et on dit souvent, on extrapole souvent de dire ça, il faut que le texte soit adopté dans la même teneur dans les deux chambres. On dit souvent à la virgule près. C'est-à-dire que les deux textes doivent être identiques pour être adoptés définitivement. Tant qu'il y a encore des amendements et donc des changements du texte qui passent, eh bien le texte ne cessera pas de faire le yo-yo. Sauf si le gouvernement convoque la commission mixte paritaire. Qu'est-ce que c'est que cet organe ? Eh bien, c'est la réunion de 7 députés et 7 sénateurs qui vont s'enfermer dans une pièce à huis clos avec le projet, la loi en question sur laquelle ils sont sollicités. Ces 7 députés et ces 7 sénateurs, ils sont choisis pour représenter les équilibres dans l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est pas n'importe qui est tiré au sort au hasard. Ça doit respecter les équilibres et donc la représentation des partis à l'Assemblée nationale. Donc, on prend ces 14 parlementaires, on les enferme dans une pièce sans lumière, sans eau, ni nourriture, ni accès aux toilettes, jusqu'à ce qu'on leur met la copie du texte, la dernière votée en date avant que la commission ne soit convoquée. Et ils doivent se mettre d'accord, de dire quel article on conserve, quel amendement on conserve, quelle vision du texte on conserve. Je caricature, bien sûr qu'ils ont accès à la lumière, à la nourriture, aux toilettes et à l'eau, bien sûr, heureusement. Voilà. Mais c'est pour vous donner un petit peu l'état d'esprit, c'est vraiment en huis clos. La commission ne s'arrête pas tant qu'ils n'ont pas terminé leur discussion. Et donc, soit ils se mettent d'accord sur une version définitive du texte, auquel cas on dit que la commission mixte paritaire est jugée conclusive, soit ils ne se mettent pas d'accord sur une vision finale du texte. Il n'y a pas d'accord qui est prévu, et dans ce cas, il n'y a pas, voilà, comme c'est dit, il n'y a pas d'accord. Si c'est conclusif, eh bien il y a un texte, le texte de la commission, qui est renvoyé à l'Assemblée nationale et au Sénat, donc là c'est le même texte, pour ce qu'on appelle un vote solennel. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de passage en commission, il n'y a plus d'amendement, il n'y a plus de vote des articles, c'est directement, boum, le texte, vous êtes pour ou vous êtes contre, à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Ce qui permet d'avoir, s'il est approuvé par les deux chambres, la validation, puisque le texte est identique. Et ça permet justement d'éviter le ping-pong parlementaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat, parce que ça peut des fois durer très longtemps. Même si à la fin, on peut faire appel au droit de l'Assemblée nationale d'avoir le dernier mot sur un texte, il peut y avoir des amendements du gouvernement. Ça alors, avant le vote solennel. Ah, ça c'est curieux ça. Mais donc du coup, les amendements, ils sont mis dans quel texte ? Dans le texte de l'Assemblée, dans le texte du Sénat, ou dans les deux en même temps ? Et donc il faut que les deux chambres votent les amendements en même temps. Parce que s'il y a une chambre qui vote un amendement, et que l'autre chambre ne vote pas l'amendement, bah du coup, ça refait le ping-pong, parce que du coup, le texte n'est pas adopté le texte n'est pas identique, donc ça renvoie le ping-pong, en fait, finalement. Donc du coup, Gouvernateur nous dit que, de vague mémoire, l'Assemblée vote les amendements puis le texte, et le Sénat vote le texte amendé par l'Assemblée, oui, ce qui permet de rééviter le ping-pong. C'est bien, on a notre réponse, faudra quand même confirmer pour être vraiment sûr, mais je me fais pas trop de soucis concernant Gouvernateur, vu qu'il est un petit peu dans le bain législatif, si je puis dire. Donc voilà, faut qu'il fasse tout ce cheminement-là, le texte, pour pouvoir être adopté. Donc pour suspendre la réforme des retraites. Dans le cas contraire, et notamment si le gouvernement passe par des ordonnances faute de pouvoir faire voter son budget, alors il reprendra sa copie initiale qui ne contient pas la suspension de la réforme des retraites. Oh, c'est dommage. Et c'est là l'autre entubage, effectivement, dont parlait Gouvernateur, et que, en fait, j'avais plus tellement en tête parce que c'était plus le premier entubage que j'avais en tête. Mais c'est vrai que qu'est-ce que c'est que cette logique d'ordonnance ? Grosso modo, il y a une dynamique un petit peu particulière autour des textes financiers pour être adoptés. L'article 47 de la Constitution, si ma mémoire est bonne, dispose que le temps pour étudier les textes est contraint, des textes financiers, est contraint à l'Assemblée nationale et au Sénat. Merci, Gouvernateur, de m'ôter le doute. 40 jours à l'Assemblée nationale. Attendez. 47.1 pour le PLFSS. Ok. Je sais que c'est 40 jours à l'Assemblée nationale.
Pourquoi je retiens 20 jours au Sénat? Parce que ça fait pas 70 jours au total. 40 plus 20, ça fait 60, ça fait pas 70. Ah, ça y est, j'ai un trou sur le 47. C'est ça? Ah, mais ça prend le temps de la navette parlementaire. Donc voilà, cet article de la Constitution dispose que le temps d'examen des textes est contraint. Pour le budget, le projet de loi de finances de l'année à venir, donc là, mettons 2026, est contraint. 40 jours de première lecture à l'Assemblée nationale, 20 jours de première lecture au Sénat. En gros, le temps est compté pour les députés, pour le projet de loi de finances. Là, on parle de la finance et pas de... Voilà, le PLFSS, je crois que c'est 30 en première lecture, enfin 30 à la N et 15 au Sénat, si je me souviens bien. J'ai un doute, mais voilà. Ce qui se passe, c'est que donc, à partir du moment où on commence à étudier ce texte et que cet article est dégainé, eh bien, il y a un sablier géant qui pop en salle des séances publiques et qui annonce le compte à rebours des 40 jours. Si jamais l'Assemblée nationale ne parvient pas au vote en première lecture du texte budgétaire avant la fin des 40 jours, c'est fini. Il n'y a plus de vote, c'est fini. Le texte, il repart dans sa version initiale au Sénat, qui lui aura 20 jours pour pouvoir aboutir à une proposition. Et donc, ça veut dire que ça limite en tant que tel la durée des débats, puisque plus vous déposez d'amendements, plus il y a d'articles à étudier. Mettons, on rajoute aussi des motions de rejet préalables, des rappels au règlement, tout ça fait partie de la vie parlementaire, hein, c'est tout à fait normal. Eh bien, en fait, tout ça rallonge le temps d'examen d'un texte initialement. Et donc, c'est un petit peu un ultimatum pour faire passer le projet de budget. J'entends par là que on va très vite voir quelles parties ont intérêt à ce que le budget soit adopté ou pas. Puisque le meilleur moyen de faire capoter cet examen du budget, c'est de recourir à ce qu'on appelle l'obstruction parlementaire, c'est-à-dire en fait déposer plein d'amendements, de bourrer des amendements de partout, 1000, 2000, 3000, 4000 amendements, pour retarder l'examen de chaque article. Parce que vous prenez un article. Quand vous avez 10 amendements à étudier, bon bah vous faites le premier amendement, le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'au 10e. Tous les amendements ont été votés, on passe au vote de l'article. Mais si, sur rien qu'un article, vous avez 1000 amendements à étudier, bah ça prend un petit peu plus de temps. Alors des fois, il y a des amendements qui sont exactement la même chose, donc on les regroupe pour faire une discussion commune, mais n'empêche que sur un article, bah, si vous déposez 1000 amendements, bah, ça ralentit d'autant plus les débats. Et donc je vous rappelle que si au bout des 40 jours à l'Assemblée nationale, eh bien, on n'est pas arrivé tout à la fin du tout dernier article, du tout dernier amendement, de la toute dernière discussion, et donc au vote final sur le texte, eh bien, 40 jours perdus. Voilà, ça part. On repart de zéro, on nettoie tout le texte. Vous savez, c'est comme quand vous faites des erreurs, que vous effacez tout, voilà, et ben c'est la même chose. Vous effacez toutes les rayures, toutes les corrections, etc. Et ça repart au Sénat en version initiale, qui aura 20 jours pour se prononcer pour le projet de loi de finances. Si le Sénat n'arrive pas à se prononcer à 20 jours, eh ben rebelote, et là ça commence à sentir mauvais. Donc tout ça, ça permet de limiter un petit peu le temps de débat des textes budgétaires, justement, parce que, en fait, comme ça commence à partir du mois d'octobre, l'idée, c'est que la France ait son projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale avant le 1er janvier. Parce que au 1er janvier, s'il n'y a pas de budget adopté, eh bien, techniquement, la France, elle est un peu coincée. Elle ne l'est pas. On n'est pas dans un shutdown à l'américaine où tout est fini, tout est fermé, voilà. Il y a quand même des marges de manœuvre, mais disons que les assemblées n'ont pas voté les crédits. Il reste donc une ultime occasion d'exécuter un budget, c'est de le faire par ordonnance. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Assemblée nationale qui décide du budget pour l'année prochaine, mais tout simplement le gouvernement qui reprend le texte du budget initial et qui donc l'applique directement, sans avoir à recourir au vote des parlementaires. Mais donc, il doit reprendre la version initiale du texte. Sachant qu'on avait vu, il y a une histoire comme quoi ça vaut pour uniquement les dépenses et que pour les recettes, il faut quand même une loi spéciale, comme on en a eu en 2025, qui autorise le gouvernement à prélever l'impôt pour justement financer les dépenses de l'année.
Ma mémoire, c'est bien, ma mémoire ne m'a pas trahi pour une fois. Voilà, vous voyez un petit peu, il y a de plus en plus d'imbroglio, et ce n'est pas fini. Parce que Sébastien Lecornu a fait une annonce, mais les annonces n'engagent que ceux qui y croient. Autre danger pour le PS, que l'abandon du 49.3 mis sur la table par Sébastien Lecornu soit tout sauf un cadeau. Avec le 49.3, les socialistes pouvaient encore se dédouaner de toute responsabilité, négocier l'inclusion de quelques amendements et retourner devant leurs électeurs avec des trophées symboliques. Mais s'ils doivent cette fois assumer le vote du budget Lecornu, ils entreront de facto dans le périmètre de la majorité. Vous voyez à quel point c'est vicieux comme véhicule législatif. Pourquoi le 49.3 ? Le 49.3, donc le moment où le gouvernement engage sa responsabilité sur un texte pour le faire passer sans vote de l'Assemblée nationale, permet au gouvernement, donc, il n'y a pas de vote, mais aussi de choisir tous les amendements qu'il veut. S'il y avait la possibilité d'utiliser des 49.3. Et bien Sébastien Lecornu aurait pu nous dire... En vertu de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution... Non, pardon, ça c'est Elisabeth Borne que j'imite. En même temps, comme je ne l'ai jamais entendu activer le 49.3, je ne peux pas encore l'imiter. Bref. Eh bien, le texte est considéré comme validé à moins qu'une motion de censure fasse tomber le gouvernement et le texte avec lui. Michel Barnier en a été une victime. Eh bien, ça permet au gouvernement donc de retenir la version qu'il veut, c'est-à-dire de retenir le texte dans sa version initiale, mais aussi tous les amendements qu'il veut. Donc, par exemple, toi, tu me plais bien, je vais reprendre ton amendement. Toi, ton amendement, il est sympa, je vais le prendre. Par contre, toi, ton amendement, c'est de la merde, je le vire. Donc, c'est le gouvernement qui fait son petit panier de courses, voilà, qui prend les amendements qu'il veut. Mais derrière, du coup, le PS aurait pu quand même tenter de voter une censure sans pour autant passer dans la majorité. Là, comme il n'y a pas de 49.3, le texte il ne sera voté que si ce sont les députés qui votent, ou à moins de l'expiration des 40 jours suite à la procédure parlementaire. Vous voyez à quel point le collet se resserre autour du PS, puisque là, du coup, et comme le dit le HuffPost, eh bien, s'ils votent pour le texte, de facto, ils seront considérés dans la majorité puisqu'ils auront voté un texte issu du gouvernement, un projet de loi, donc ils seront en soutien du gouvernement, d'autant plus des textes budgétaires qui ont une valeur très importante puisque les textes budgétaires définissent l'orientation politique et économique de la nation pour l'année à venir. Un texte budgétaire, c'est extrêmement politique et c'est pour ça que les débats sont très intéressants à suivre et c'est pour ça qu'on aura l'occasion de les faire d'ailleurs, de suivre les débats du budget, parce qu'ils sont très intéressants, parce qu'on voit justement cristalliser tous les débats d'opinion entre les parlementaires pour savoir qu'est-ce qu'il vaut mieux pour la France, pour chacun des camps politiques. Et donc, si le PS vote ce texte, eh bien le PS sera d'accord avec les grandes orientations économiques du gouvernement et donc une partie de sa politique générale. Et ce serait triste, après s'être déclaré parti d'opposition, de finir par être les supplétifs de la majorité. C'est pas satisfaisant pour la CGT et effectivement ce n'est que le début puisque les discussions parlementaires vont commencer à partir de la semaine prochaine en commission, donc notamment avec, vous savez tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les amendements, les votes des articles, voilà. Donc on va commencer à prendre un petit peu la température en commission de ce que sera la séance publique et donc de voir un petit peu vers quoi tendra le projet de budget et de financement de la sécurité sociale de 2026 à l'Assemblée nationale. Voilà un petit peu la grande situation dans laquelle est le PS. Et donc, là où finalement le PS jubilé, comme je vous le disais tout à l'heure, a l'idée d'avoir le gouvernement au creux de sa main et donc de pouvoir le censurer dès que ses caprices ne seront pas satisfaits, eh bien en fait c'est tout l'inverse. Le gouvernement avait déjà prévu depuis longtemps de flouer, de berner, d'entourlouper le PS. Et effectivement, ils se sont pris le panneau bien comme il faut. Et on va terminer par une petite surprise que m'a envoyé King Loris, qui est très intéressante. C'est un courrier officiel issu de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan, qui a été rédigé par Éric Coquerel, qui est donc le président de la Commission des finances, qui revient justement sur la recevabilité des amendements
par rapport à la suspension de la réforme des retraites. On va lire ce courrier qui, vous allez voir, est très intéressant et qui montre finalement qu'il y a déjà une stratégie de réplique qui est à l'œuvre face à la stratégie du gouvernement. Et vous allez voir, c'est du miel. Déjà, est-ce que vous arrivez à le lire ou est-ce qu'il faut que je zoome ? Voilà, j'ai zoomé un petit peu pour que ce soit plus lisible. Monsieur le Premier ministre, donc là je vais citer Éric Coquerel, dans le cadre de votre déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale mardi 14 octobre 2025, vous avez annoncé que vous proposeriez au Parlement dès cet automne la suspension de la réforme des retraites de 2023 jusqu'à l'élection présidentielle. J'aime bien comment il met entrecroché de 2027, sachant qu'il y a toujours une petite inconnue. Est-ce que Emmanuel Macron va réellement quitter l'Élysée ou bien est-ce qu'on va lui faire quitter l'Élysée à coups de pied au cul ? Disons que la fenêtre des possibles est ouverte. Vous avez à ce titre pris l'engagement suivant. Aucun relèvement de l'âge légal de départ à la retraite n'interviendra à partir de maintenant jusqu'à janvier 2026. Et l'augmentation de la durée d'assurance sera elle aussi suspendue et restera à 170 trimestres jusqu'à janvier 2028. Cette proposition de suspendre la réforme des retraites de 2023 jusqu'en janvier 2028 serait, si elle figurait dans un amendement déposé par un parlementaire, constitutive d'une charge au sens de l'article 40 de la Constitution, en raison des économies attendues de la dite réforme. Là, on vise dans quelque chose qui est fondamental du droit des parlementaires d'écrire et donc d'amender la loi. En effet, quand vous prévoyez un amendement, et notamment un amendement financier, eh bien, vous ne pouvez pas créer artificiellement une dépense supplémentaire dans les caisses de l'État, à moins de la compenser. C'est-à-dire que si vous faites passer un amendement qui prévoit d'augmenter le budget de telle mission, par exemple, oui, c'est pour la précision, hein, bien sûr. Je faisais un petit clin d'œil à l'actualité, puisque la France Insoumise entend redéposer une 3e motion de destitution d'Emmanuel Macron. Hein, voilà. Et donc, comme forcément Éric Coquerel est de LFI, je voulais signaler ça parce que je trouvais ça assez amusant. Je disais donc, si vous écrivez un amendement pour modifier par exemple le projet de loi de finances et de dire à cette ligne, à cette ligne, je propose que soit non pas dépensé 40 millions mais 80 millions, du coup vous augmentez le budget de dépenses de 80 millions. Si vous faites juste ça, eh bien l'article 40 de la Constitution vous dira que votre amendement, vous pouvez vous le tailler en pointe et vous le mettre là où je pense, puisqu'en fait, il faut prévoir une contribution de l'autre côté. C'est-à-dire que si vous prévoyez d'augmenter les dépenses de 40 milliards quelque part, soit vous diminuez par un autre amendement, dans l'amendement avec un autre article, vous diminuez les dépenses à un autre endroit, ou bien vous prévoyez une augmentation des recettes équivalentes pour compenser cet amendement. L'idée, c'est que à la fin, on se retrouve avec un équilibre entre les recettes et les dépenses, ou du moins rien qu'au niveau des dépenses, pour ne pas créer de charges supplémentaires. Tout amendement déposé qui ne prévoit pas une compensation au titre de la charge de dépenses est considéré soit par le président de la Commission des Finances, soit par, je crois, c'est le bureau de l'Assemblée nationale. Voilà, ça doit être gagé. Merci, gouvernateur. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure, il ne voulait pas me revenir. Merci de le préciser. Tout amendement qui ne respecte pas cette logique est déclaré invalide et donc il ne sera même pas dans la discussion. C'est toc, poubelle, hop, et puis on videra bien la poubelle avant de partir. Voilà. Donc il y a toujours une stratégie pour les parlementaires, parce que les parlementaires en soi ils peuvent pas non plus créer des dépenses ou créer des recettes ou supprimer comme ça des dépenses, surtout dans des lois qui n'ont pas lien direct avec le projet de loi de finances. Il y a toujours une astuce qui consiste à créer artificiellement une recette supplémentaire pour gager l'amendement. On dit notamment augmenter le prix du paquet de clopes, voilà. Proportionnellement de sorte à arriver au même équilibre entre les recettes et les dépenses, sachant que la dépense est exécutée, la recette un peu moins. Les propositions de loi sont censurées par le bureau, une délégation du bureau. Ah oui, c'est ça, il y a une délégation chargée de la recevabilité financière. Les amendements sont censurés par le président de la Confi, sauf qu'en séance, le président de l'Assemblée peut outrepasser l'avis du président de la Confi. Ah oui, c'est ça.
Ok, merci pour la précision. Donc, voilà un petit peu pour vous expliquer cette histoire d'article 40 que vient de mentionner Éric Coquerel. Toutefois, néanmoins cependant, dans le cadre du contrôle de la recevabilité financière que j'exerce en ma qualité de président de la Commission des finances, je suis amené à prendre en considération les intentions claires et précises exprimées par le gouvernement et à apprécier, le cas échéant, la recevabilité des amendements parlementaires à l'aune de ces intentions. S'il y a un amendement qui prévoit pour décaler l'âge de départ à la retraite, il faut donc là pour cette année prévoir 400 millions en plus. Donc dans l'amendement, ça va prévoir, comme je vous disais tout à l'heure, d'augmenter les dépenses de 400 millions. Ça veut dire qu'il va falloir trouver 400 millions ailleurs. Comme je vous ai dit, soit on diminue de 400 millions au total d'autres dépenses, soit on augmente de 400 millions les recettes pour gager l'amendement. Et là, vous allez voir, c'est encore une fois, le diable est dans les détails, mais c'est très intéressant. Votre déclaration du mardi 14 octobre 25, ça c'était Michel Barnier, me permet ainsi, sans ambiguïté, de considérer que tout amendement proposant de maintenir tout au long des années 2026 et 2027 l'âge de départ à la retraite à 62 ans et 9 mois et la durée de cotisation à 170 trimestres sera couvert par l'intention que vous avez exprimée et donc recevable. Concrètement, il dit « Moi, je recevrai tous les amendements, mais grosso modo, ce sera au gouvernement d'en tirer les conséquences si jamais il y a un déséquilibre au niveau des charges. » Donc, grosso modo, là où en fait, Sébastien Lecornu disait dans sa déclaration de politique générale « Oui, alors, on est pour suspendre la réforme, mais par contre... Vous êtes bien mignon, mais ce ne sera pas à moi de dégrader les dépenses de 400 millions. C'est à vous de vous occuper de l'équilibre des finances. Eh bien, Éric Coquerel est en train de lui dire « Bah t'inquiète, t'as dit que t'étais pour. Donc moi, je vais recevoir tous les amendements et les déclarer recevables pour suspendre la réforme des retraites. Par contre, c'est à toi de prévoir les gages. » Voilà. En gros, Éric Coquerel remet l'église au centre du village, de dire c'est une annonce gouvernementale, c'est au gouvernement de mettre Attendez, parce que j'ai une formulation trop familière qui me vient en tête, il faut que j'en change. C'est au gouvernement de prévoir les gages de la recevabilité financière de ces amendements. En revanche, demeure une importante incertitude sur un autre aspect de cette suspension de la réforme en ce qui concerne son effet au-delà de janvier 2028. Adressé à M. Sébastien Lecornu, Premier ministre, à Matignon. Coquerel dit nimp, malheureusement. Ah ouais ? Je veux bien te laisser expliquer ça, parce que je suis très curieux. Moi je jubile de lire ça, de dire, c'est bien joli de mettre ça sur le dos des parlementaires, mais en même temps, le gouvernement fait une annonce. T'es sûr qu'il n'y a pas une deuxième page ? Moi, on m'a envoyé qu'une seule page. Attendez, je vais regarder là, le lien sur X. Ah, il y a une deuxième page. Attendez. Il y a une deuxième page. Ce n'est pas fini. Selon une première lecture stricte, une fois la période de suspension expirée, le régime qui serait applicable à compter de 2028 serait celui qui aurait été applicable en tout état de cause si la réforme n'avait pas été suspendue. Ainsi, pour les assurés nés en 1966, l'âge légal serait bien fixé à 63 ans et 6 mois et la durée d'assurance serait égale à 172 trimestres, comme prévu initialement par la réforme. Il s'agirait d'une pause dans l'application de la réforme, ses effets continuant à courir pour les personnes partant à la retraite à compter de 2028. Là, c'est d'ailleurs tout ce que les gens ont expliqué par rapport à la suspension de la réforme des retraites. J'ai une petite ressource là-dessus, je vais essayer de la retrouver aussi, vite fait, hop, qui nous dit qu'en fait, c'est pas la réforme en entier qui est complètement suspendue, on n'en parle plus et tout est gelé jusqu'à ce que quelqu'un décide de s'en mêler. C'est juste qu'on décale l'application de la réforme des retraites d'un an et demi. C'est ça aussi un petit peu l'arnaque de tout ça. Alors, bon, c'est très pixel, mais ça vous permet de voir un petit peu ça. Que en gros, alors c'est très pixel. Attendez, hop. En gros, la suspension de la réforme des retraites permettrait simplement de décaler l'application de la réforme dans le temps et certainement pas de la geler comme certains le demandent, voire carrément de l'abroger.
Revenons à notre courrier. Selon une seconde lecture plus favorable aux assurés, une fois la période de suspension expirée, le régime applicable en 2028 serait celui qui aurait été applicable en 2026 en l'absence de suspension, puis celui applicable en 2029. La première version décrite par Coquerel n'est pas sur ce schéma. C'est peut-être celle-là. Parce qu'il y a plein... Ah voilà, ah c'est plus clair comme ça. Non plus. Là c'est moins flou et c'est quand même un peu plus lisible. Mais dans ce cas, contrairement à ce que vous avez laissé entendre, l'aboutissement complet de la réforme ne serait plus en 2032, mais en 2034. Compte tenu de l'importance de l'exercice d'un contrôle de recevabilité financière aussi juste et lisible que possible, je me permets donc de vous interroger sur la portée exacte que le gouvernement entend faire produire à la suspension de la réforme pour les générations partant à la retraite à compter de janvier 2028. Il s'agit là d'une question fondamentale pour me permettre d'exercer de façon éclairée la mission qui m'est confiée. Ok, ça y est, je l'ai. En gros, c'est est-ce qu'on est sur ce petit escalier-là d'application de la réforme des retraites, ou bien est-ce qu'on est sur un escalier décalé, ou bien est-ce qu'on est sur un gel pur et simple. C'est ça, en gros, figurativement parlant, d'un point de vue de la mise en page de ça, la question que pose Éric Coquerel à Matignon. Est-ce qu'on décale dans le temps, ou bien est-ce qu'on gèle purement et simplement la réforme, et donc quelles sont les finances qu'il faut prévoir. Non, c'est pas ce qu'il dit ? Ah, attends, je relis. Bah écoute, si t'es disponible pour vocal, je veux bien. Voilà, on va faire intervenir un intervenant. Faisons intervenir les intervenants. Voilà, pour avoir l'avis éclairé d'un expert de ces questions-là. Tout de suite, gouvernateur. Enfin, le temps que ça se prépare. J'arrive. Hop. On est où ? Bonsoir. Toc. Voilà, ça y est. Vous êtes en ligne, cher gouvernateur. Le peuple du monde peut vous entendre. Je vous laisse expliquer votre raisonnement. Fantastique. Alors, je coupe le son du live. Donc, la Coquerel pose une question en présentant deux alternatives et il demande au Premier ministre, en gros, c'est laquelle que tu as prévue. La première, enfin, la deuxième qui décrit, si tu reprends le schéma que tu as mis avec les traits là, avec les escaliers, la deuxième qu'il décrit, c'est l'escalier bleu. Mhm. Si on n'avait rien fait du tout, ça serait l'escalier jaune. Ouais. Ok. Et maintenant, la première alternative de Coquerel, celle dont il parle, c'est en gros, tu prends le premier trait bleu, celui qui diverge du jaune, Ouais. tu le continues à l'horizontale en suivant le vert, Ouais. ok, jusqu'à 2028. Ah, ok, Et ça y est. ensuite, à 2028, hop, on remonte tout en haut jusqu'au jaune. Ah d'accord, on rattrape l'application de la réforme. Ok, est-ce C'est qu'on ça. décale la réforme ou bien est-ce qu'on la suspend pour après la rattraper? Ok. Exactement, c'est ça. En fait, le Cornu a été très clair que la réforme reprendrait en 2028, mais est-ce qu'elle reprend de manière retardée ou est-ce qu'elle reprend full balle en ayant juste fait une pause entre les deux? Ok, bah merci Voilà. merci pour la petite explication. C'est beaucoup plus clair comme ça. Oui, effectivement, en tant que président de la commission des finances, tu m'étonnes qu'il doit se poser ces questions-là pour savoir quels amendements il peut laisser passer ou pas. Ouais, c'est une sacrée question. Oui, bah oui, parce que ça, effectivement, Sébastien Lecornu, il n'a pas répondu. Ouais, il l'a pas dit. Et même encore hier, hein, il a été questionné là-dessus au QAG. Et il n'a pas répondu à la question. Et pour le coup, sur alors ce qu'il a dit sur sa première page, sur la recevabilité des amendements, alors moi j'aimerais beaucoup que ça, comment dire, qu'il ait gain de cause et qu'il arrive à imposer sa version. Hein. Politiquement, je suis complètement d'accord avec lui. Mais d'un point de vue juridique, si tu reviens à la première page, la volonté du gouvernement ne rentre même pas en ligne de compte. C'est pas genre le gouvernement peut autoriser le Parlement à adopter ou je sais pas quoi. C'est pas le Parlement ne peut pas, sauf si le gouvernement est d'accord. Si tu prends alors le dernier lien qu'a mis Gouvernabot dans le chat,
et que tu prends l'article 40, c'est les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait blablabla. Il n'y a pas de gouvernement dans l'histoire. Donc voilà. Mais encore une fois, s'il y arrive, moi je suis très content. Effectivement, ouais, on verra si effectivement Yael Braun-Pivet met son veto là-dessus. Mais voilà, on sent qu'il y a un vrai bras de fer qui est en train de se constituer là-dessus sur la question des retraites. Ça essaye d'anticiper de futures entourloupes et en même temps, connaissant certains députés, on ne peut pas leur donner tort de tenter d'anticiper au maximum. C'est ça, et puis même si, là, dans ce que dit Coquerel, mettons que ça soit directement le gouvernement qui lui resserre le boulon en disant non, n'importe quoi, vous n'allez pas vous mettre à déposer des amendements, il y aura juste l'amendement du gouvernement et puis c'est marre. Et ben si Coquerel arrive à forcer le gouvernement à être clair sur le sujet, ça peut retourner certains PS par exemple, et en faveur de la censure ou de se rebeller ou à savoir quoi. Là. Une Donc, mission de ça reste clarification, ouais. Carrément. Ok. C'est habile. Eh ben, je te remercie Bon, voilà. de ces lumières, du coup. Je vais te laisser là. Vous Merci pouvez à dire toi. à plus. Et puis à plus, voilà. Hop, voilà, merci gouvernateur pour ces lumières très éclairantes. Effectivement, c'est toujours bien voilà, d'avoir des gens qui sont au fait de ces informations-là pour bien comprendre. King Loris avait compris aussi, donc fantastique, heureux de l'apprendre. Maintenant, moi aussi j'ai compris et je décerne un petit peu plus les bras de fer qui vont être tendus dans les prochaines semaines lors de l'examen du PLF et du PLFSS pour l'année 2026. Et donc voilà pourquoi, et je m'inscris par rapport à ce que disait King Loris tout au début de la VOD, de dire que Sébastien Lecornu, sans engager son 49.3, devrait quand même encaisser quelques motions de censure supplémentaires au fur et à mesure de l'examen des textes, puisque sans clarté, qu'il y ait de la clarté apportée en amont ou pas du texte, eh bien, à un moment, les éléments discutés le seront pendant l'examen, soit en commission, soit en séance publique, et donc la clarification sera faite. Peut-être un peu tardivement, mais clarification, bonjour. Il finira par y avoir. Bonjour Saumon Sacré, merci de nous rejoindre. Voilà un petit peu la situation dans laquelle on est. Voilà ce qui peut expliquer pourquoi et comment Sébastien Lecornu a réussi aujourd'hui à esquiver la censure. J'allais dire pratiquement contre toute attente en début de semaine, et puis finalement, depuis son discours de politique générale, c'était un peu couru d'avance sur le fait que le Parti socialiste n'allait pas censurer le gouvernement. Maintenant, la question, c'est quelle posture va adopter le Parti socialiste ? Est-ce qu'ils vont voter le PLFSS pour obtenir une suspension de la réforme des retraites ? Et donc, comme l'expliquait le gouvernateur, quelle suspension de la réforme des retraites ? Ou bien est-ce qu'ils vont finir par faire tomber Sébastien Lecornu et donc précipiter l'examen des textes budgétaires et les reporter finalement à coup de loi spéciale ? Eh bien, ça, c'est ce que nous verrons dans les prochaines semaines. Nous ferons d'autres revues d'actualité politique pour suivre un petit peu ce qu'il adviendra du gouvernement Lecornu et surtout de la politique parlementaire au sens large. Merci à toi YouTube d'avoir regardé ça. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas avant de partir de liker et de t'abonner si tu ne veux pas rater les prochaines. Et puis bien sûr, si tu as des questions, des éléments de clarification aussi, bien sûr, tu peux et tu as le droit d'en avoir bien sûr. Eh bien, je serai très heureux de les avoir en commentaire. Je me fais toujours une joie de discuter avec celles et ceux qui souhaitent partager leur avis sur la situation. Merci à toi YouTube. Oh là. Merci à toi, YouTube, d'avoir regardé cette revue d'actu politique. Porte-toi bien, amuse-toi bien et à très bientôt pour de prochaines actualités politiques. Des bisous.